Chers téléspectateurs Canal Éducation, heureux de vous retrouver pour continuer le travail que nous avons entamé avec M. K, dire cette immersion. Nous l'avons appelé naturellement la radioscopie du champ politique sénégalais, de 44 quasiment à 62, avec des séquences. Si nous empruntons le langage médical, le lexique médical, nous pourrons dire que nous avons fini de faire les échographies et les scanners. Maintenant, nous allons vers les IRM. C'est pour dire que nous invitons donc les uns les autres à bien suivre au détail près l'analyse de M. K pour davantage éclairer notre lanterne sur cette époque historique qui continue d'impacter encore notre vécu et au Sénégal dans un plan politique économique, parce qu'on ne pouvait pas imaginer du reste que l'aspect économique est l'aspect qui a le plus impacté finalement les Sénégalais. Reste tout dernièrement, alors M. K nous parlait des conséquences de l'éclatement de la Fédération du Mali et son analyse sur le plan économique a séduit plus d'un. M. K, donc comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons nous occuper donc de l'IRM, des conséquences de cet éclatement de la Fédération du Mali. Maintenant que cet éclatement est acté, vous aviez la dernière fois un peu parlé des défis auxquels notre duo, notre binôme allait faire face. Alors, nous allons donc sans plus tarder voir avec vous les défis auxquels devons faire face Dia et Senghor pour le développement de ce pays. Vous avez la parole. Merci bien. Je suis très heureux de me retrouver dans le studio et m'entretenir avec vos téléspectateurs. Je profite de l'occasion pour remercier tous les anciens promotionnaires, les amis et d'autres téléspectateurs qui m'ont appelé personnellement. Et véritablement, c'est juste qu'ils sont très généreux et je les remercie fortement. Oui, effectivement, après l'éclatement de la Fédération du Mali, nous avions dit que les leaders sénégalais, Senghor et Dia, avaient le dos au mur. Parce qu'ils se sont retrouvés devant un rêve brisé, parce qu'ils ont toujours eu cette ambition d'avoir un État fédéral. Ils se retrouvent donc dans une situation à laquelle ils ont tout fait pour ne pas se retrouver. Depuis les années 50, ils ont conçu le destin du Sénégal lié au destin des autres colonies. Maintenant que cette fédération a éclaté, la dernière chance, nous devions retrouver une identité, notre propre identité, notre propre réalité politique, parce que, si on résume, pratiquement depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à l'éclatement de la Fédération du Mali, les Sénégalais ont, à partir de Saint-Louis d'ailleurs, et de plus en plus sur l'ensemble du pays, les Sénégalais ont renoncé à leur réflexe identitaire, même je dirais même réflexe ethniciste, pour imaginer, avoir une vision moderne, c'est-à-dire rejoindre les grands ensembles. Maintenant, il faut recommencer à zéro, parce que nous nous retrouvons dans un territoire extrêmement limité, qui n'a même pas une continuité physique.
parce qu'il y a la Gambie à l'intérieur du Sénégal. C'est dans ce cadre extrêmement étroit que le peuple sénégalais demande à ses leaders maintenant de dérouler un projet de société, et justement définir les actions qui vont mener à la réalisation de ce projet de société. C'est essentiellement Senghor et Dia et leurs compagnons. Parce que quand même, on dit souvent Senghor et Dia, mais derrière eux, il y a des jeunes Sénégalais extrêmement bien formés, des militants qui participent à l'action et à la réflexion même pour l'élaboration de ce projet de société. Mais disons que les deux leaders, Senghor et Dia. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, pour caricaturer, je les appelle Karl Marx et Engels, ou bien Mao et Chou En-lai. C'est un duo. C'est un duo complémentaire. Mais, d'une manière générale, ils sont répartis les tâches. C'est à Senghor de fournir la nourriture idéologique pour le pays. Donc, toutes les réflexions touchant à la négritude, à la nation, l'identité. Voilà, l'identité, au socialisme africain, c'est Senghor. C'est sa tâche. Tandis que Dia, on lui donne maintenant de définir, réfléchir sur les voies et moyens, et de manière très concrète, de traduire dans les faits, justement, cette volonté pour développer ce pays-là. Alors, je schématise un peu, parce que il ne faut pas imaginer un Senghor dans les nuages, toujours en train d'écrire des traités de philosophie politique. Senghor est très bien, c'est un homme d'action politique aussi. Toute la cuisine politicienne, il a appris, parce que Senghor c'est un parlementaire qui a appris tout du Parlement français. Toute la cuisine politique, il connaît. Et c'est quelqu'un aussi qui était en contact direct avec les populations. Donc ce n'est pas quelqu'un dans un bureau, dans un laboratoire, en train d'écrire des thèses. Mais de même, il serait réducteur de penser que, passez-moi le terme, de dire que Mamadou Dia, c'est un homme d'action à 100%. S'il n'était pas un homme de pensée, il n'aurait pas entrepris un certain nombre d'actions. Ce que je veux dire, la fécondité et la densité de ces actions-là, il y a une pensée derrière. Donc, c'est juste pour éclairer les téléspectateurs que d'une manière générale, je dis que Senghor, c'est la nourriture idéologique et Mamadou Dia, c'est l'homme d'action. Donc, ils sont répartis les tâches. Mais tous les deux, combinés avec cette volonté de transformer le Sénégal en un laboratoire pour l'Afrique. C'est-à-dire définir une voie originale, authentique, dans la famille socialiste, donc inspirée du socialisme, ce qu'on va appeler le socialisme africain. Mais pour Dia aussi, élaborer une théorie de développement économique qui part de ce socialisme africain défini par Senghor. Donc il y avait cette ambition-là. Et ils se sont investis personnellement pour l'aboutissement de ce projet. Est-ce qu'on peut, dans les détails, revenir un peu sur les théories et les actions des uns et des autres? Par exemple, Senghor, concrètement, au niveau de la négritude, qu'est-ce qu'il élabora comme théorie majeure, quoi? Non, Senghor, ça, c'est un travail qu'il a commencé depuis les années 30. En 60, cet aspect de revalorisation ou de faire reconnaître les valeurs nègres dans le monde, je crois que cette bataille-là est déjà gagnée par Senghor et l'équipe de présence africaine. Rappelez-vous du congrès de 1956 et du congrès de 1959
pour justement faire accepter ces valeurs nègres, leur contribution à la civilisation de l'universel. Très bien. Donc, je crois que antérieurement, donc, c'était déjà scellé. Mais ce qui restait à élaborer, c'est concrètement comment organiser ce socialisme africain-là, à partir de quelle communauté de base, comment tirer des structures précoloniales un modèle d'organisation qui pourrait, sur lequel pourrait s'appuyer l'élaboration d'un socialisme moderne. Très bien. Donc c'est ça la bataille de Senghor. Mais pour Dia, alors Dia n'avait pas encore une formule totalement élaborée, en bonne et due forme. Il était en gestation. Voilà, il était en gestation, mais surtout Dia voulait déjà insuffler l'action politique pour une marche forcée vers le développement. Mais surtout, je crois que Dia voulait relever les défis que Sékou Touré a lancés aux leaders africains à l'indépendance. C'est quel défi? Le défi, c'est, je crois, jusqu'à présent, c'est ce que les jeunes répètent. Sékou Touré avait dit en 1958, devant De Gaulle d'ailleurs, que nous préférons la liberté dans l'esclavage plutôt que l'opulence dans la servitude. Mais la phrase va c'est une formule choc connue de tous. Voilà, connue de tous. Mais ce que les gens oublient, c'est la réponse de Mamadou Dia à cette phrase. Ah oui, il y a une réponse. Une réponse que la jeunesse ignore. Ah, il faut donc nous éclairer. Alors, Mamadou Dia, quand Sékou Touré a lancé cette phrase, c'est une phrase d'ailleurs de Nkrumah, ce n'est pas une phrase de Sékou Touré. Ah oui. Mais après, c'est attribué à la paternité, la paternité à Sékou Touré. Dia répond, Dia dit, il ne faut pas confondre l'indépendance réelle et l'indépendance fictive. Il n'y a pas d'indépendance si le peuple vit durablement dans la misère. Se développer, c'est se libérer. C'est la formule choc de Moudia. Qui réponse. Absolument. Donc je crois que un peu l'ambition de Dia, c'était de relever ce défi de Sékou Touré, montrer que la tâche principale, c'est l'œuvre de développement économique. Qui compte. Qui compte. Et rien ne l'indique mieux que, à mon avis, que la formation même des gouvernements de Mamadou Dia. Déjà, lors de la loi cadre, Dia, sur une équipe de 15 ministres, il y a 3 ministres qui s'occupent de l'économie. 3 ministres. 3 ministres. Il y a le ministre de la production, c'est Ablaïli. Ministre de l'économie rurale, c'est Mbaye, Joseph Mbaye. Et ministre de l'économie générale, Léon Boissier-Palan. 3 ministres pour l'économie. Et reconduit à peu près le même schéma quand on l'a reconfirmé président du Conseil dans la formation de son gouvernement. Cette fois-ci, il va plus loin. Il est président du Conseil, mais en plus de ses charges, il s'attribue la coopération internationale pour mobiliser les ressources extérieures, les investissements, les capitaux pour le développement, et il se fait adjoindre d'un ministre délégué chargé du développement, du plan et de l'économie générale. Et ce ministre délégué, c'est Karim Gaye. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un ministre délégué, normalement, ça vient après les ministres, dans l'ordre protocolaire. Bien, dans le gouvernement de Dia, ce ministre délégué, auprès du président du Conseil, il vient le numéro 2 en termes de protocole, pour montrer que pour Mamadou Dia, l'économie est aux commandes. Donc, tout simplement pour vous dire qu'il s'est focalisé sur le développement. Donc, il avait véritablement compris. Il avait compris. Et signalé aussi un paradoxe. Ouais.
Mais durant toute la période coloniale, quasiment, peu de colonisés ont fait des études économiques. Mais Mais Mamadou est-ce que vous pouvez revenir rapidement pourquoi ça? Mamadou Dia, je crois qu'on viendra là-dessus. Mamadou Dia, très tôt, à cause de sa formation, parce que quand il est parti en France, Mamadou Dia a toujours agi en autodidacte. Si vous suivez sa carrière, depuis quand il a forcé les portes pour se présenter au baccalauréat, quand il est parti en France, c'est les bibliothèques. Il s'est inscrit d'abord en droit. Ça n'a pas beaucoup marché parce qu'il a été collé. Ensuite, il s'est investi dans les études économiques à sa façon, en autodidacte. Et donc, il s'est investi dans cette question-là. Mais surtout, il s'est emparé de la question théorique principale, majeure, la question paysanne. Et il est avec Ablaïli. Ablaïli, déjà, en 58, 59, il a écrit un livre sur la question paysanne. Et il a pris la question depuis Karl Marx, en passant par Lénine, en passant par les révolutionnaires asiatiques, toutes les grandes théories, Mao et autres là, pour lui-même se prononcer sur la question paysanne dans les conditions du Sénégal. Oui. Dia a fait la même chose, sans la partie trop théorique, mais sur le terrain, il a beaucoup lu sur la question paysanne. Il s'est emparé de cette question cruciale. C'est pourquoi j'ai dit que de tous les chefs africains de l'époque, c'était le mieux préparé à prendre les fonctions de chef de gouvernement. Très bien, parce que quelque part aussi, on parlait d'accélération de la collectivisation, n'est-ce pas, du monde paysan, oui, pour véritablement atteindre très rapidement... Mais il avait déjà en 60 les éléments. Les éléments. Les éléments. Donc il lui fallait tout simplement, comme on dit en chimie, un précipité pour cristalliser toutes ces idées-là. Très bien. Et ça va se dérouler durant l'élaboration du premier. Très bien. Maintenant, bien dit, quelle est la stratégie mise en place par ce binôme pour relever les défis qu'eux-mêmes se sont fixés? Voilà, j'aime bien la formulation de ta question. Les défis qu'ils ont eux-mêmes identifiés. Voilà, donc c'est facile pour nous aujourd'hui de faire la documentation et inspiré par notre expérience moderne, de relever des défis qu'eux, ils n'avaient pas vus. Donc c'est très important de se reporter à la documentation, aux archives, pour voir quels sont les défis qu'eux-mêmes avaient vus et quelles stratégies ils ont élaborées plus tard pour relever ces défis-là. Donc les défis. Bon, on peut les résumer. Le premier défi, premier héritage qu'on a, c'est l'arachide. L'arachide. 80% de nos exportations et 2/3 de la force active du pays. C'est énorme. Énorme. Omnipotent. Et l'arachide, c'est une culture vivrière, c'est une culture commerciale. Parce que je dis vivrière parce que ça va du mafé qu'on fait, la paille d'arachide, les tourteaux, tout ça. C'est ça. Une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur on peut à cette culture vivrière. Mais aussi, c'est l'aspect culture commerciale. C'est l'arachide qui lie le paysan sénégalais au monde capitaliste. Absolument. Et le surplus qu'on va écrémer justement au détriment du paysan. Absolument. Donc l'arachide, je dirais que c'est une richesse encombrante. Une richesse encombrante. Je dis encombrante parce que c'est une culture vulnérable aux aléas, c'est la pluviométrie climatique, participe beaucoup à l'érosion des sols, et nous ne contrôlons pas le circuit. Donc c'est les huiliers français qui contrôlaient le circuit, qui fixaient les prix et qui dégageaient leurs marges au détriment des... Donc c'est un héritage extrêmement lourd. Et ça, les autorités l'ont vite compris, de même que Senghor d'ailleurs.
Deuxième héritage, c'est le sous-emploi et le chômage. Comment? Alors, le sous-emploi, vous avez des paysans qui ne travaillent que 3 mois à l'année. C'est insuffisant. 9 mois à faire quoi? Et le chômage, c'est cet aspect qui nourrit l'exode rural. L'exode rural accéléré par l'illusion de prospérité dans les villes. Ça, c'est un héritage, c'est un handicap qu'il faut régler. Et lié à cela, le déficit en production vivrière. C'est tout ça, la déstructuration. Voilà. Mais surtout, l'autre aspect, c'est l'aspect du déficit en produits vivriers, c'est la carence alimentaire. Donc, il y a un défi qui est là. Il faut augmenter très rapidement la production. D'autant que vous avez dit que c'est le Mali qui... Voilà. Donc, la production, le Soudan, la population croît à une vitesse extraordinaire. Donc, il y a un déficit en production vivrière. Ça, c'est un défi. Bon, parmi les autres défis, un marché limité, comme on l'a vu l'autre fois. Il y a l'inflation administrative. C'est quoi? Mais c'est la bureaucratie qu'on a héritée, oui. Qui était faite pour les 8 colonies. On a hérité l'essentiel de cette bureaucratie-là. C'est un facteur. Une administration nombreuse. Et surtout avec des salaires extrêmement élevés. Même le SMIC, qui était fixé à 40 francs par heure, était le plus élevé en Afrique de l'Ouest. Ah oui? Donc ça, c'est un héritage. Je crois que ça résume un peu les défis. Il y en a d'autres. Un enseignement inadapté. Formation trop générale, il n'y a pas de formation technique. Et d'autres défis de ce genre. Mais il ne faut pas seulement se limiter à ces défis, à ces aspects négatifs. Il y a aussi des atouts dans l'économie sénégalaise. Les atouts, c'est une main-d'œuvre disponible, mais surtout facilement mobilisable par les chefs des confréries religieuses. Ça, c'est un atout. Et pourquoi cet aspect? Mais ça, c'est un héritage. Si le calife dit que demain, tout le monde va cultiver, mais tout le monde va cultiver. Ce n'est pas évident qu'on puisse mobiliser des travailleurs comme ça d'un coup. Ça, c'est un atout. C'est l'acte d'allégeance qui passe par là. Mais qui peut se traduire en investissement humain et investissement économique. Okay. La production arachidière au Sénégal ne s'explique pas autrement. Ça, c'est un atout extrêmement important. Nous avons une infrastructure quand même respectable. Le port, les chemins de fer, les routes, il y avait peut-être 400 à 500 km de routes. Il y avait toute une infrastructure léguée par le système colonial. Ça, c'est un atout. Il y a des cadres sénégalais, même s'ils ne sont pas nombreux, il y avait quand même assez de nombre respectable de cadres, de techniciens. Malheureusement, dès 1956, on voit que ces cadres-là sont happés par la politique. Donc, ils dégarnissent les institutions techniques pour devenir députés, pour devenir... On a même vu des vétérinaires qui sont devenus des ambassadeurs. Ça aussi, c'est le travail de Senghor. Hein? Non, c'est la politique, c'est une dynamique qui dégarnissait les institutions techniques. Parce qu'elle était plus prestigieuse, avait plus d'opportunités. Oui, mais c'était eux aussi les cadres, c'est eux qui sont allés à l'école. C'est qui pouvaient formuler les aspirations politiques de la population, des masses. Okay. Donc, ils commençaient un peu à... Donc, voilà pour moi des atouts qui ne sont pas négligeables et sur lesquels, justement... Donc, ces atouts négatifs, comme les atouts positifs, comme on l'a dit la dernière fois, sont encadrés par le système néocolonial. Donc, une souveraineté limitée à cause des accords qu'on a signés le 22 avril 1960, qui limitaient notre indépendance, des liens de suggestion. Absolument. Il y a que le marché, les intérêts économiques sont contrôlés par
par les Français. Il y a la présence de 300 000 Français au Sénégal. 300 000 à l'époque. Qui remplissaient différents rôles, dans le secteur privé comme au sein de l'État, comme technicien, opérant, assistant technique. Et même jusqu'aux années 70, vous avez des postes de secrétaire dans les bureaux qui sont occupés par des Français. Ah oui? Et oui, à plus forte raison, les ministères dans les années 60. Donc il y a ces 300 000 qui sont là. C'est énorme, hein? Donc tout ça encadré par le franc CFA, par l'armée française. Donc voilà aussi les liens qui un peu empêchaient le déploiement total des leaders sénégalais pour faire ce qu'ils veulent. Donc voilà le contexte dans lequel devait opérer justement le binôme. Le binôme Mamadou Dia et Senghor. Et maintenant, concrètement, qu'a fait Senghor ou qu'a fait Mamadou Dia? Voilà. À son niveau. Maintenant, ils ont la victoire, entre guillemets, ils sont maintenant les grands chefs. La victoire est là, que faire? Que faire? Alors, ils ont fait beaucoup de choses. Et pour être pédagogique, Mamadou Dia a pris une décision extrêmement importante. Dès les premiers jours, dès son discours d'investiture, il a dit le Sénégal ne va jamais recourir à la France en cas de déficit budgétaire. C'est une mesure forte, ça. Extraordinaire. Surtout en matière de budget de fonctionnement. Parce qu'il y avait une disposition dans le système néocolonial. Si le gouvernement avait un déficit raisonnable, un déficit budgétaire raisonnable, la France avait un guichet pour combler ce déficit-là. C'est dans le cadre des accords. Dans le cadre des accords ou des pratiques. Et beaucoup de gouvernements indépendants ont eu recours à ce guichet-là. On a dit il n'en est pas question. Parce que l'indicateur d'aliénation d'un pays, c'est le budget, c'est des soutiens de ce genre. Absolument. Surtout pour le fonctionnement d'un État. C'est vrai. Il n'y a pas de souveraineté. Donc, il faut un budget de rigueur et d'austérité. Première mesure. Première mesure. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le discours d'investiture de Mamadou Dia, il demande à ce qu'on baisse les salaires. Tous les salaires au Sénégal ont baissé. On baisse. C'est ce qu'il a demandé lors de son discours d'investiture. Il faut le faire. À commencer par le salaire des ministres. Et c'est le salaire des ministres. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler d'une anecdote. Pour fixer les salaires de Senghor et de Mamadou Dia, en tant que président de la République et président du Conseil, on a aligné le salaire de Senghor sur le salaire du président de la Cour suprême. Même salaire. Et de là, maintenant, tout dégringolait à partir de là. À partir de là. Voilà. Mais c'est une mesure hardie. Et même ça, Dia a dit qu'il faut diminuer. Oui. Alors, l'Assemblée nationale, l'Assemblée constituante, refuse cette proposition de Mamadou Dia. Parce que les députés savaient qu'après, si on diminue, c'est eux aussi, les salaires seront diminués peut-être. Absolument. Mais pour vous dire tout simplement dans quelle logique il s'est inscrit. Il s'est inscrit, il dit maintenant, si je ne peux pas obtenir qu'on diminue les salaires, il va les bloquer. Donc, première mesure, il bloque les salaires. Il n'y a plus aucune perspective d'augmentation. Non, tel quel. On peut évoluer dans le cadre, mais les salaires sont bloqués. Jusqu'à son départ, c'est bloqué. C'est une mesure hardie, ça. Hardie. D'ailleurs, ce qui va créer un élément de la crise avec l'Assemblée nationale. Absolument, ça, je vois. En 62. Les éléments du puzzle commencent à se mettre en place. Donc, première mesure, c'est ça. Deuxième mesure, un ensemble de mesures pour limiter les dépenses. Il va même jusqu'à dire, pour le mobilier des bureaux et des maisons des ministres, il faut recourir à l'artisanat local ou aux entreprises locales. Pas besoin d'importer des meubles.
du mobilier. Et vous tous, je crois que vous avez suivi le témoignage d'un agent des services financiers de l'époque de Mamadou Dia, qui a renouvelé le mobilier qui était chez Mamadou Dia. Absolument. Il a trouvé un lit genre Baïdiagal, des frigos qui ne fermaient pas bien, et ainsi de suite. Il a renouvelé à l'insu de Mamadou Dia, mais il a failli perdre son poste. Absolument. C'est une anecdote très, Voilà. très connue. Oui, très connue. Donc, rigueur et austérité. Mais Mamadou Dia a très tôt vu que ces mesures de gestion, quelle que soit leur hardiesse, ça ne fait pas une politique. Absolument. C'est des improvisations. Lui, il veut une architecture cohérente qui donne une cohérence à l'ensemble de ses initiatives, de ses projets. Autrement dit, un plan. Un plan qui décline tous ces programmes-là, qui décline tous ces projets-là. Ce n'est pas un plan ronronnant de projets, une suite de projets comme on connaît dans certains cas. Mais il ajoute, je veux un plan plus complet, c'est-à-dire un plan qui vise à transformer la société sénégalaise selon les lignes définies par le socialisme africain de Senghor. Donc c'est un tout, c'est une approche holistique. Ou heuristique. Justement. Donc l'équipe s'attelle à cela et c'est ce plan-là qui sera présenté justement le 4 avril 1961 devant l'Assemblée nationale, qui va maintenant inspirer toutes les politiques globales, publiques et même sectorielles. Donc, et dans l'élaboration de ce plan-là, avant peut-être de donner certains éléments de ce plan-là, qui est le programme Mamadou Dia, il y a une leçon encore à tirer, qui est valable aujourd'hui. La leçon, c'est que Mamadou Dia a dit l'élaboration de ce plan-là, depuis les comités, les commissions ou les comités d'études, jusqu'à la finalisation du plan, c'est sur ressources propres du Sénégal. Pas d'appui. Budget du Sénégal. Parce qu'il dit, de même que l'appui budgétaire, si on sollicite une puissance extérieure, notamment la France, pour nous aider à élaborer notre plan, ça leur donne un droit de regard attentatoire et nous ne sommes plus les maîtres du jeu. Absolument. Nous voulons définir notre propre plan. Quelque chose d'endogène. Endogène. Bon, évidemment, nous allons recruter des consultants à l'extérieur, c'est eux qui ont les connaissances, notamment Lebré, notamment Lebré et ses compagnons, mais c'est sur financement propre. Donc ça, c'est une leçon. Et dans ma carrière de fonctionnaire international, vous imaginez ma tristesse à chaque fois que je visitais un pays et on me demandait de financer ce genre d'exercice-là sur les fonds des bailleurs. Absolument. Et les pays ne se donnaient même pas la peine de financer cet exercice. Et je vous rapporte là une boutade de Gaulle, parce que lors de la crise du Congo, avec Fulbert Yuru, je crois que Yulu parlait de souveraineté du Congo et De Gaulle lui disait, mais vous parlez de souveraineté, mais c'est moi qui paye votre salaire. Donc vous voyez, oui. C'est quelque chose qui dit long sur, les liens que la France avait sécoulés. Au Sénégal, ce n'était pas le cas. Donc cette liberté d'action, de réflexion, grâce à nos leaders, on les a eus. Mais apparemment, l'histoire semble bégayer aussi. Elle bégaye tout le temps. Mais ce n'est jamais la même chose quand elle revient. Donc voilà un peu, on a maintenant un instrument, une architecture globale qui, justement, donne une certaine cohérence à l'action de Mamadou Dia. Très bien. Ça, c'est pour Mamadou Dia. Voilà. Le Sénégal, on a maintenant un plan d'ensemble qui oriente l'action du gouvernement. Et il a mis le focus sur l'économie, comme vous avez dit. Sur l'économie.
Alors, ce plan, le Sénégal opte pour une gestion planifiée de l'économie. C'est-à-dire? Il y a un plan, il y a des priorités qui sont définies et des ressources sont mobilisées pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est un plan qui donne la priorité à l'agriculture. L'essentiel des ressources, les politiques, l'attention du gouvernement était majoritairement pour développer l'agriculture, pour augmenter la production, non seulement pour la production arachidière, mais la production vivrière. Et la production vivrière devait dégager un excédent, non seulement pour exporter, mais aussi pour la nourriture animale, l'alimentation Du bétail. Du bétail. Donc voilà une ambition pour l'agriculture. Les investissements extérieurs, c'était pour l'industrie et les services. Donc on devait solliciter les capitaux et le secteur privé pour s'occuper de l'industrie et des services. Et ça devait être un plan qui est pour le développement humain. L'éducation, la santé et tous les services justement pour les objectifs pour le développement humain. Donc c'est un plan global. Ce n'est pas seulement un instrument de gestion économique, comme certains plans peuvent l'être, mais c'est un plan qui a une approche heuristique des problèmes. Très bien. C'est donc dans ce siège qu'on parle, en parlant de Mamadou Dia, d'économie rurale, de planification rurale. Donc tout ça, c'est dans cette philosophie-là. Alors, d'ailleurs, dans le débat, on parle de plan Lebré, parce que c'est le consultant majeur qui a encadré les Sénégalais, les techniciens sénégalais pour élaborer ce plan-là. Mais en fait, c'est un plan Mamadou Dia, avec l'appui justement de toute cette équipe-là, Lebré, les Cheikh Hamidou Kane, les Valentin, les Daniel Kabou et toute cette équipe-là, les Karim Gaye et autres, et les jeunes cadres, les jeunes techniciens sénégalais. Alors, c'est pourquoi la première mesure révolutionnaire de Mamadou Dia, il nationalise l'agriculture. Ah, là, c'est vrai que ça... À la surprise de tout le monde, il nationalise la filière arachidière. Ça, c'est un défi, hein? Depuis la production jusqu'à l'exportation à l'extérieur. Toute la filière, et maintenant, entre les deux bouts, c'est entre les mains de l'État sénégalais et les coopératives paysannes. Ah, là, c'est un... Alors, pour vous montrer pourquoi je dis c'est révolutionnaire, il faut que je définisse pour les téléspectateurs qu'est-ce que c'est que l'économie de traite. Absolument. En résumé, le paysan vendait ses arachides aux coopératives créées par l'administration coloniale. Ces coopératives-là donnaient des semences, les fongicides et le matériel agricole rudimentaire aux paysans. Et c'est les coopératives créées par l'administration qui fixaient les prix de ces intrants-là. C'est les mêmes coopératives qui fixaient les prix de l'arachide. Et l'administration s'assurait que les huiliers français, tous les intermédiaires avaient les marges suffisantes et le reste maintenant, c'est le prix donné aux paysans. Les paysans n'avaient pas voix au chapitre pour la fixation du prix. Absolument. Et ils ne pouvaient pas vendre des arachides en dehors de ces coopératives-là. Maintenant, le paysan vendait à des traitants. Ces traitants-là, qui représentaient les maisons commerciales, eux aussi, c'est le prix officiel qu'ils pratiquaient. Il se trouve que c'est les mêmes traitants
qui vendaient les tissus, le pétrole, les produits de base pour la famille aux mêmes paysans. Mais juste si vous voulez, le mot traitant, pourquoi traitant? Parce qu'il y avait des points de traite. Oui. Dans les villages, dans de grands centres, il y avait les points de traite où les paysans devaient acheminer. C'est les fameux SECO. Voilà, les SECO, les Oui, SP, SP. les sociétés de prévoyance. Ok. Le long de la ligne de chemin de fer, Absolument. il y avait des points de traite. C'est là où les paysans acheminaient leur arachide à dos d'âne, de chameau ou de ce que vous voulez. C'est là où on vendait les arachides. Ok. Donc, un point de traite était tenu par un traitant. Un traitant. Les maisons de commerce, qui représentaient les maisons de maisons commerce. bordelaises et marseillaises. Voilà, SCOA, les Sieurs, ainsi de suite. CFAO, ainsi de suite. Donc, les traitants, ils vendaient, ils récoltaient, payaient les arachides aux paysans, mais ils les vendaient à des prix usuraires, les produits tels que les tissus et autres. Et parfois même, à cause de l'effondrement de la production vivrière, parfois même des produits vivriers, comme le mil. Donc, une forme d'exploitation. Exploitation. Donc, le paysan devait rembourser des dettes. Les coopératives, payer les impôts, Surtout les impôts. parce que dès qu'on le payait, il ne fallait pas qu'il échappe. Absolument. Il payait sur le champ les impôts. Il payait les intrants et il payait ses dettes aux traitants. Mais il se trouve que parfois, et souvent, il se retrouvait à devoir encore de l'argent aux traitants. Et il s'endettait de plus en plus. D'année en année, le paysan était de plus en plus assujetti. Alors, Mamadou Dia, en nationalisant cette filière, il dynamite l'économie de traite. Donc, le surplus qui était dégagé par la production arachidière est maintenant capté par l'État et capté par les paysans à travers les coopératives. C'est pourquoi on dit que c'est un peu une révolution. Je dirai plus tard les limites de cette révolution. Donc voilà des revenus, un surplus économique qui maintenant reste au moins dans le pays et justement qui permet justement au Sénégal de contrôler cette filière. J'imagine la levée de bouclier. Bon, c'est la levée de bouclier justement qu'on verra dans les retombées économiques qui vont expliquer un peu la crise de 1960. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que Mamadou Dia, pour organiser maintenant le monde paysan, il y a des coopératives, cette fois-ci montées par les paysans sénégalais. Ils adhèrent aux coopératives volontairement, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas comme les brigades en Chine ou bien en Guinée où les paysans étaient forcés d'être membres d'une coopérative. Ici, c'est volontaire. Mais les coopératives donnaient les intrants cette fois-ci, et donnaient les mêmes prestations qu'avant. Ils contrôlaient, ils vendaient eux-mêmes leur production à un organisme de l'État qui s'appelle OCEA, organisme de commercialisation agricole. La campagne était financée par une banque dédiée à cela, une banque contrôlée par l'État du Sénégal. Et c'est la même compagnie OCEA qui faisait le transport et qui commercialisait l'arachide même à l'extérieur. Donc il y a un contrôle, cette fois-ci, de toute la production à travers des organismes dédiés. Maintenant, l'encadrement technique des paysans était assuré par des techniciens agricoles qui étaient regroupés cette fois-ci dans les villages, les compagnies, les centres d'expansion rurale, les serres, oui, où il y avait les techniciens agricoles, il y avait le vétérinaire à côté, il y avait l'infirmier, il y avait l'instituteur, dans le même endroit. Absolument. Pour assister les paysans. C'est ça donc les serres. C'est ça les serres. Il y a une philosophie. Ce n'est pas un technicien isolé dans un village qui intervenait de manière isolée, non. Ils étaient regroupés.
Et ils étaient sollicités par des coopératives. Ok. Et la troisième dimension Et les serres étaient installées à quel niveau? dans les grands centres. Dara, par exemple, Géoul, des centres où les pays qui pouvaient servir de point d'attraction aux coopératives. La troisième dimension de l'encadrement des paysans, qui est révolutionnaire, c'est l'animation rurale. L'animation rurale. Il fallait former les paysans aux techniques modernes pour l'utilisation de l'engrais, les semences, le matériel agricole efficient et surtout une dimension encadrement des paysans. Ça n'existait pas Non, dans l'ancien système. c'est la formation des paysans, c'est l'éducation des paysans, c'est leur formation et leur mobilisation. Transformer le paysan en un agent conscient Conscient. qui participe à l'élaboration de sa libération. Il s'agissait bien de cela. Hein? Il s'agit bien de ça. Absolument. Et c'est ça qu'il faut retenir, parce que c'est ça aussi Qui va être un élément de la crise. Un élément détonateur. Parce que Dia a voulu faire de l'animation un instrument politique. Il avait un agenda politique caché derrière. Et justement qu'on va découvrir plus tard, parce qu'il voulait construire un État parallèle et à la limite même un parti parallèle pour dynamiter l'État colonial et remodeler le parti de l'Union progressiste sénégalaise à travers l'animation. Donc c'est un paysan nouveau qui est en train d'être créé. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il ne faut pas seulement voir Dia comme un homme d'action, c'est un homme de pensée. Oui, mais c'est un génie. C'est un soubassement, il y a un soubassement théorique derrière cette révolution de l'agriculture. Alors, je tempère un peu le mot révolution parce que c'est les trois quarts de la filière qu'on a dynamité, mais c'est le patronat français qui continuait, c'est-à-dire les huiliers français, qui continuaient à déterminer le prix. Donc, l'État sénégalais vendait toute la production du Sénégal au patronat français qui est installé à Maroc. Et qui fixait les prix. Qui fixait les prix. Et ça a été connu. Donc, nous, on ne contrôlait pas toute la chaîne. Il y a une filtration donc, selon les saisons. Donc, c'est ce qui fait que les prix aux producteurs sénégalais, malgré cette petite révolution, ont stagné entre 1959 et 1964 autour de 22 francs le kilo. Et ça, c'est fait exprès? Non, c'est eux qui fixaient les prix. Même si une partie du surplus revenait maintenant aux paysans, revenait maintenant à l'État. Donc les traitants, les maisons commerciales sont éliminées. Mais les grands huiliers qui sont en France là-bas, eux, ils continuent à avoir leur marge. Oui, parce que l'arachide décortiqué, c'est eux qui fixaient. Parce que finalement, toute la chaîne de valeur aussi est restée intacte. Bon, pas toute la chaîne, c'est quand même une révolution. Oui. Alors, comme résultat, qu'est-ce que Mamadou Dia a eu? Si on résume toutes ces réformes qu'on vient de... Absolument. La saison 60-61, les 20% de la production ont été récupérés par les coopératives. 61-62, les 50% de la production récupérée par les coopératives. Oui, ça commence à... Et les projections pour 62-63, c'était 75% de la production. C'est à ce moment-là qu'on a compris que ce processus-là est irréversible et que tous les perdants de ces transformations-là allaient maintenant se mobiliser pour arrêter l'expérience. Et qui sont ces perdants? C'est les traitants qui ont perdu, parce que c'est eux qui prêtaient l'argent, le matériel aux paysans. C'est les maisons commerciales qui avaient leur marge. Hein? Et aussi les intérêts français qui commençaient maintenant à s'inquiéter, parce qu'il y a d'autres mesures que Mamadou Dia va prendre qui vont empiéter sur
les intérêts français. Le tout combiné, ça a commencé... Et quels sont ces intérêts avant de parler aussi d'autres perdants éventuels? On parle aussi de la classe maraboutique. Oui, mais les classes maraboutiques, il y a beaucoup de marabouts qui étaient des traitants. Ah oui? Et les marabouts étaient des traitants. Au lieu de vendre aux maisons commerciales, mais on vendait aux marabouts, qui vendaient directement aux grandes maisons commerciales. Okay. Et d'ailleurs, Mamadou Dia, même dans ses réformes, il a maintenu certains agents traitants dans le circuit. Parce que politiquement, il ne pouvait pas les éliminer immédiatement, tout de suite. Okay. Donc, parallèlement aux coopératives, il y avait des marabouts traitants qui achetaient directement aux paysans et qui vendaient aux grandes maisons. C'est-à-dire que donc l'implication en profondeur des marabouts au Sénégal dans le circuit économique est une réalité extraordinaire. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la question paysanne. Et c'est cette question-là, ces aspects-là, le réseau clientéliste, comment la SFIO a contrôlé les coopératives créées par l'administration, comment les marabouts ont aussi contrôlé les coopératives, comment même le parti BPS et l'UPS, les militants, les grands ténors du parti, contrôlaient les coopératives. C'est pourquoi Abdoulaye a démissionné du gouvernement. Absolument. Parce qu'il avait étudié à fond cette question paysanne. Absolument. Et Mamadou Dia aussi a étudié à fond cette question paysanne. Et c'est ça aussi qui l'a empêché de voter non en 1958. Et tous ces agents-là, les traitants, tous les bénéficiaires de ce réseau-là, politiciens comme acteurs économiques, Mamadou Dia le préparait, comme on dit en histoire, un 4 août. Le 4 août. Absolument. Et ça explique un peu la crise. Et même pour le vote, je crois que les gens ont utilisé ces réseaux. Tous ces réseaux-là. Ils ont fait peur aux gens. Voilà, etc. donc, ce n'est pas seulement peur aux gens, c'est des intérêts qui s'affrontaient. Ce n'est pas Mamadou Dia contre Senghor, contre ces personnes, ça. C'est des intérêts. C'est un système. Un système à l'intérieur. Il faut savoir comment ça opère. Absolument. Et c'est pourquoi j'ai dit la question paysanne, jusqu'à maintenant, c'est une question stratégique. À moins de maîtriser à fond cette question, on ne peut pas définir une politique qui peut transformer une société. Mais à ce niveau, vous devez indiquer quand même des pistes pour éviter ces pièges. Oui, mais justement, il faut connaître à fond cette histoire-là. Et maintenant, il faut connaître la théorie qui est derrière, les enjeux qui étaient derrière, et la politique que Senghor et Mamadou Dia avaient définie pour servir de sève pour la libération des paysans. C'est ça la sève, c'est ça la théorie qui est derrière. Là, ça a des actions concrètes maintenant. C'est traduit sous forme de coopérative, comment on encadre les paysans et comment on anime idéologiquement et politiquement. Mais ça, c'est plus que jamais d'actualité. C'est une révolution. C'est plus que jamais d'actualité. Maintenant, à côté de cette révolution dans l'agriculture, avec le bémol que j'ai... Parce que le système capitaliste est toujours là, absolument, à la fin, qui prend l'essentiel des plus-values. Absolument. Donc, à côté de ça, maintenant, Mamadou Dia s'attaque aux accords de coopération. Absolument. Ces accords qui nous maintiennent dans ce réseau néocolonial. Première chose, la monnaie. La monnaie, je crois que ça suscite beaucoup de débats. Donc, je crois que la dernière fois, on a dit comment... Alors, Mamadou Dia, pour les accords de coopération, il évite l'attaque frontale. Il n'est pas aussi suicidaire qu'on le dit. Il prend les accords, il les épuise dans les aspects positifs. Absolument. Et quand il y a des aspects négatifs, il essaie de les contourner et de les dépasser. Absolument. Donc c'est une espèce de, passez-moi le terme, je ne sais même pas si c'est français, de rognage. Il rogne les accords. Absolument. Et une forme de guérilla. Absolument. Constante. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est à cause de cette tactique-là qu'il a appliquée depuis la loi cadre. Hein. Parfois il bouscule, parfois il contourne. C'est pourquoi De Gaulle, à un moment donné, discutait avec Mamadou Dia, il dit vous les Sénégalais, vous n'êtes pas commodes. Vous n'êtes pas commodes. En français, en Wolof,
peut-être on dirait yéen Sénégalais da ngeen lakkale. lakkale quoi, on me dit en wolof. Oui. Justement parce que il procédait comme ça. Absolument. Alors il dit aux Français, écoutez, quel est le résultat d'avoir le franc tel qu'on l'a actuellement? Tous ces mini-territoires-là, des territoires conteneurs, comme il dit, ils érigent des barrières douanières. Il appelle ça territoire conteneurs. mondial. Oui. Ils érigent des barrières douanières. Il n'y a pas une libre circulation des biens. Il faut que transformer cet accord monétaire-là en une zone monétaire et pourquoi pas même en une union monétaire et douanière. Et ça nous permettrait même d'attirer Sékou Touré dans la zone monétaire. Parce qu'il ne faut pas qu'il crée une monnaie guinéenne. Parce qu'une monnaie guinéenne n'arrangeait pas l'économie sénégalaise. Absolument. Parce que nous avons une monnaie surévaluée. Il va créer une monnaie plus faible. Donc il y aura un trafic clandestin inévitable. Absolument. Et nos produits ne seront pas compétitifs. Absolument. Jusqu'à présent, ils ne le sont pas parce que le CFA est surévalué. Absolument. Donc, il a réussi à convaincre les Français de cette évolution-là. Donc, il y a un changement. Absolument. Il s'attaque aux accords de défense. Défense militaire. Déjà. Militaire. Oui. Alors, c'est à la suite d'un incident. Bon, ce n'est pas un incident. Parce que le plan que je vous ai mentionné tout à l'heure, il partait d'une hypothèse, très naïve d'ailleurs, et je suis surpris par cette croyance de Mamadou Dia qu'il avait donné suffisamment de données de gages à la France pour que les capitaux privés et publics viennent au Sénégal, soutenir son plan, notamment dans l'investissement pour le secteur industriel, le secteur des services. Absolument. Et même pour moderniser l'agriculture. La France et les capitalistes traînaient les pieds. Et parfois même dénigraient le plan. Comme d'habitude. Alors il faut ouvrir là une parenthèse. Pour la Chambre de commerce de Dakar, les Henri Galenka, les industriels, les capitalistes, entre guillemets, français qui étaient là. Les Français, les opérateurs français établis au Sénégal, jusqu'à présent, ont toujours été à droite des gouvernements français. Plus à droite que les gouvernements français. Ah oui? Le meilleur indicateur de ça, jusqu'à présent, quand il y a des élections en France, la communauté française établie au Sénégal, elle vote majoritairement Le Pen. Absolument. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Imaginez à l'époque, en 60, la communauté qui était là, dirigée par Galenka. Galenka, oui. Elle taxait De Gaulle de socialiste. Absolument. Donc vous imaginez comment... Et il manœuvrait. Il voyait le plan. Absolument. Il disait que Dia était un socialiste, pas communiste parce qu'il est quand même réputé musulman et autres. Donc, il se méfiait du plan et dénigrait même le plan. Absolument. Donc les capitaux ne venaient pas. Donc il a réalisé que puisque les capitaux ne venaient pas, il a dit on révise les accords de défense. Pour dire, les terrains, de même que les bâtiments, parce que les Français avaient mis sur ces terrains-là et ces bâtiments, à Dakar, à Saint-Louis, à Thiès notamment. Maintenant, ça devait revenir au Sénégal. Il dit ça. Automatiquement. Il dit que ça doit revenir au Sénégal. La valeur de ce domaine foncier, c'est énorme. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, la valeur de ces bâtiments, il dit maintenant, on doit renégocier les affaires pour dire que ça appartient au Sénégal. Quand j'ai consulté les archives, je n'ai pas trouvé l'affirmation que Dia a émise dans ses mémoires, comme quoi que s'il était resté au gouvernement, ses bases militaires, il allait les fermer en un temps record.
Il allait les fermer. C'est ce qu'il a dit dans ses mémoires. Parce qu'il n'a pas eu le temps. Absolument. Alors, les documents que j'ai ne me permettent pas De confirmer ça. Pour moi, c'est juste un moyen de pression Absolument. très fort qu'il exerçait pour que les Français deviennent raisonnables pour financer son plan de développement. Absolument. Favorise l'arrivée des capitaux au Sénégal. Et d'ailleurs, on va renégocier cet accord pour dire que même si on ne rétrocède pas ces bases-là au Sénégal, on affirme maintenant c'est une propriété du Sénégal. Très bien. Pour compléter la révision des accords. Dia demande le départ par étape de l'assistant technique. Oui, français, première mesure. Civil et militaire. Ah oui? L'assistant technique. Il dit dans ses mémoires, il s'était donné comme délai 6 mois pour que l'assistant technique parte, sauf les échelons supérieurs. J'en doute, à cause de l'importance du rôle stratégique que ces assistants techniques jouaient. Il y avait d'ailleurs beaucoup de Sénégalais, pas mal de Sénégalais, hauts cadres, qui étaient de l'assistance technique française, même servant au Sénégal. Absolument. Et troisième révision des accords, et là peut-être on viendra à ça, c'est la révision de la politique étrangère du Sénégal. Je crois que dans la prochaine étape, on va peut-être revenir sur ça. Une révision minutieusement pensée de la politique étrangère du Sénégal qui rompt avec ce tête-à-tête que nous avons avec le Sénégal dans nos relations diplomatiques. Très bien. Je crois que c'est vrai, on sent pas le temps s'écouler. Nous avons eu 5 minutes de plus parce qu'il fallait clore ce chapitre. Je crois que l'examen minutieux de notre IRM déjà nous projette dans la 5e partie. La dernière. Je ne sais pas si c'est la dernière, en tout cas, ce sera donc la 5e partie. Je vais être prudent pour simplement dire que maintenant tous les éléments du puzzle commencent à se dessiner pour nous mener vers une compréhension encore beaucoup plus approfondie de la crise de 62. Je crois que, chers téléspectateurs, certainement, comme moi, vous avez hâte de revenir alors pour suivre véritablement le dénouement. Le dénouement, parce que déjà, tout était là. En tout cas, nous avons pu en citer quelques-uns. Prochainement, donc, nous entrerons de plein pied sur les causes immédiates et les causes lointaines de ce qu'on appelle cet épisode-là, la crise de 1962. Apparemment, il y avait une course contre la montre et il fallait absolument terminer le travail entamé depuis 1958 avant la fin de l'année 62. Je crois que tout ça, nous allons y revenir. Encore remercier notre invité, M. Ka. Peut-être lui demander pour la première fois le mot de la fin. Justement, on a les éléments. Donc, il y a visé une transformation économique et sociale. Il y a un lien étroit entre les actions politiques, parce que c'est l'action politique qui dessert la domination économique. Et c'est les actions pour le développement économique qui aboutissent à l'indépendance réelle. Donc il ne faut jamais les dissocier. Il ne faut jamais dissocier justement ces éléments-là. Et dans l'esprit de Mamadou Dia, surtout, dans l'esprit de Senghor, les deux vont ensemble. Ce que vous voyez là, donc, c'est donc, le travail de Feu Puritain Fall, Mamadou Puritain Fall. Histoire politique et syndicale du Sénégal, c'est le 2e tome. L'intérêt pour nous de le présenter,
c'est juste à la suite de ces débats que des Sénégalais ont réagi et nous font parvenir ces documents inédits. C'est inédit véritablement parce que Mamadou Fall Puritain a été un acteur de premier plan de tout ce que nous sommes en train de raconter. Et il apporte ici un témoignage vivant, alors depuis Cotonou, même avant, alors pour encore nous aider à éclairer davantage les Sénégalais. En tout cas, merci pour sa famille. Et nous pensons aussi que d'autres Sénégalais feront de même. Voilà, il faut déposer ça aux archives nationales. Voilà, très bien. Je crois qu'après, peut-être... déposer ça aux archives nationales. Ils pourront peut-être ils vous entendent. Ils pourront certainement faire une copie et le déposer. Ouais. Donc, merci encore une fois de plus, chers téléspectateurs de Canal Éducation. Ça a été encore un grand plaisir pour nous de vous entretenir sur cette... sur les péripéties de cette saga maintenant, de ce feuilleton. Alors, et nous pensons que cette émission est maintenant désormais la vôtre et que vous ferez tout pour apporter des contributions, des suggestions et autres pour qu'on puisse encore davantage l'enrichir. Merci encore une fois de plus la régie. À mardi prochain. Nyani badna jala mama